Avoir un show de cette qualité-là avec un public aussi catastrophique, c'est littéralement donner de la confiture au cochon. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de NXT Deadline 2024. Comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut et encore une fois, je vous rappelle que vous pouvez toujours m'aider en cliquant sur le lien en commentaire de la vidéo. Vous avez simplement à mettre votre adresse mail, ce qui me permettra peut-être de gagner une caméra d'une valeur de 1000 €, donc je compte sur vous une nouvelle fois. NXT Deadline va s'ouvrir avec l'Iron Survivor Challenge match masculin. On y retrouve Ethan Page, Jevon Evans, Nathan Fraser, Wesley et évidemment quelqu'un qui va remplacer Eddie Thorpe qui s'est fait attaquer en coulisses, un certain Obafemi. Un match qui va donc durer 25 minutes parce que ce sont les règles du Iron Survivor Challenge. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. C'est un match que j'ai bien apprécié et il y a une phrase que je vais dire, que je vais répéter très souvent dans cette vidéo. C'est un match malheureusement qui aurait mérité un tout autre public. C'est-à-dire que je pense qu'avec un autre public, j'aurais pu mettre une meilleure note. Vous le savez, le public fait totalement partie du show. Et moi en tant que téléspectateur, si le public n'est pas investi, si le public ne met pas extrêmement d'ambiance, eh bien ça peut me faire sortir du combat ou bien je peux mettre du temps à rentrer dans le combat. C'est un peu le cas avec ce match. C'est-à-dire qu'on a vraiment un bon match, je trouve, techniquement, même si je trouve que il y a un peu trop de profils qui se ressemblent avec les Jevon Evans, Nathan Fraser et Wesley. Alors bien sûr, Ethan Page et Obafemi n'ont pas du tout le même style, mais du coup je trouve qu'on est très rapidement dans le même rythme. Et c'est peut-être ça qui va différencier ce match-là avec le match féminin. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo bien sûr parce que c'est le main event, mais je trouve que malheureusement on est un peu trop sur le même rythme, un rythme qui est assez fort, qui est assez bon, assez rapide, mais j'aurais aimé sûrement plus de variation et cette variation elle arrive avec l'arrivée d'Obafemi parce que avant l'arrivée d'Obafemi, ça reste un bon match. On a de superbes enchaînements entre Wesley et Jevon Evans, même si bizarrement le match débute avec les deux et je trouve pas que ce soit exceptionnel alors que j'en entendais vraiment beaucoup, c'était bien mais sans plus. Le match prend aussi une toute autre tournure avec l'arrivée d'Ethan Page parce que lui va mettre sa malice en marche, va être plus intelligent que les autres, en tout cas il va user sa roublardise et son expérience et c'est plutôt très cool parce que oui il n'a pas le même profil que les autres mais ça fonctionne justement cette alchimie entre tout le monde et comme je le disais le vrai changement de rythme et je trouve le vrai game changer c'est l'arrivée de Obafemi dans le match. On se doutait un peu que ça allait être lui en 5e membre vu que Eddie Thorpe avait été attaqué, il ne pouvait pas combattre, ça paraissait assez logique que ce soit Obafemi qu'on n'avait plus vu depuis des semaines et il est là pour fracasser tout le monde et il nous fait du Obafemi comme on aime, c'est-à-dire d'énormes chops, d'énormes coups d'avant-bras. Il y a une européenne uppercut qu'il porte à Jevon Evans à un moment donné out of nowhere, sublimissime. Bref, il n'y a que lui qui est capable de faire ça et il est très important dans ce match-là. Je vais pas me répéter mais vous avez compris pourquoi. Je parlais d'un Ethan Page qui faisait parler sa roublardise etc. Les moments Ethan Page avec Obafemi c'est très drôle. Le moment où Ethan Page a pris un tombé gagnant et doit rentrer dans la cage avec Obafemi c'est très drôle et c'est le genre de moment qu'on aime avec Ethan Page qui est certes un bon catcheur mais en termes de personnage il est vraiment excellent. Et ça rajoute un vrai truc au match. Finalement, pas de réelle surprise pour le finish du match, avec un Obafemi qui avait 1 point de retard, mais qui va faire 2 tombées gagnants en même temps, en portant 2 énormes chokeslam. Et puis on a un Jevon Evans qui, dans les dernières secondes, pense pouvoir faire le tombé gagnant et revenir à égalité, mais non. C'est trop tard et c'est finalement bien Obafemi qui va l'emporter. Évidemment, on ne peut pas avoir tout le temps le même genre de finish que l'année dernière avec Trick Williams qui était fantastique, bien sûr. Mais ça reste un bon finish, assez classique, mais surtout on va donc avoir un Obafemi qui est challenger au titre du champion NXT. Et ça, on va pas se mentir, Obafemi challenger au titre NXT, c'est la bonne nouvelle de la soirée. Peu importe qui est le champion NXT, Obafemi est directement le favori pour gagner cette ceinture. Ça me paraît évident. On enchaîne avec Jada Parker face à Lola Vice dans un match NXT Underground, un combat qui va durer une dizaine de minutes. Ma note pour ce combat est de 4 sur 5. Alors évidemment, je ne peux pas juger ce match comme un match normal de catch. Bien sûr, on parle d'un match NXT Underground, c'est des matchs totalement différents, donc je note pas ce match d'un point de vue technique ou quoi que ce soit, mais plutôt d'un point de vue divertissement. Est-ce que j'ai été diverti en voyant ce match? Eh bien oui, j'ai été diverti. Moi, les matchs NXT Underground, ils ne me gênent pas du tout. Ça fonctionne bien avec la gimmick de Lola Vice, avec le fait qu'elle vient du MMA, ça fait totalement sens, et j'aime beaucoup Lola Vice dans ce genre de combat-là, parce que certes, on voit
bien qu'elle ne se donne pas à 100% dans ses coups, et c'est normal, on essaye de garder une part de réalité, mais on reste quand même dans du catch, mais tu sens quand même qu'elle se donne. Et justement, je trouve que les deux femmes vont réellement se donner dans ce combat. Alors c'est toujours particulier, hein, les NXT Underground Match, parce que tu vas mettre toutes les recrues du Performance Center autour de ce ring, qui vont taper sur le ring tout au long du match, donc tu n'entends même presque plus l'ambiance du public, ce qui n'est pas plus mal, hein, vu l'ambiance que mettait le public dans cette soirée, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et d'ailleurs, petite parenthèse très bête, je me demande comment ils font pour ne pas avoir mal aux mains, parce que vraiment pendant 10 minutes, ils tapent sur le ring, je sais pas comment ils font. Bref, je me suis posé la question pendant ce match, c'est un peu con, mais bref. Mais comme je le disais, oui, on a deux femmes qui se donnent totalement, et Lola Vice, elle est dans son élément, elle est parfaite dans son rôle, et on attendait Jada Parker dans ce rôle-là, face à une Lola Vice qui justement allait la frapper fort, et bien Jada Parker devait répondre fort, et ça va bien fonctionner entre les deux. Je trouve que Jada Parker est très crédible dans ce match-là, on ressent toute la haine entre les deux, des grands coups d'avant-bras, d'énormes prises. On va même jouer avec une blessure au niveau de la main de Lola Vice et Jada Parker va en profiter, va enchaîner sur ce bras minute après minute. On va ressortir la brique qui avait fait la différence il y a quelques semaines entre les deux. C'est un point essentiel de leur histoire, cette brique, et on la ressort pendant ce match-là parce que oui, certes, c'est un match NXT Underground, mais il n'y a pas vraiment de règles, hein. Justement, tu peux sortir un peu tout et n'importe quoi. On va se servir de la ceinture de Lola Vice, par exemple, pour porter une prise de soumission. Bref, c'est un peu un bordel, mais c'est un bon bordel. Honnêtement, je ne m'ennuie pas du tout en voyant ce match. Donc pour moi, c'est du bon divertissement avec, je pense, la bonne finalité, une Lola Vice qui va remporter ce combat. Ça reste la spécialité de Lola Vice, ça reste son moment à elle, c'est NXT Underground Match, c'est plutôt logique de la faire gagner jusqu'au jour où peut-être il y aura quelqu'un de plus forte, de plus impressionnante qu'elle qui arrivera à la battre. Mais là, la faire gagner contre Jada Parker dans ce type de match-là, moi ça me pose aucun problème. Nathan Fraser et Axiom défendent leur titre de champion NXT face à Tavion Hates et Miles Borne. Un combat qui va durer 15 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. Là, on peut parler technique. Là, on peut certes parler de divertissement. J'ai été diverti, mais techniquement, quel combat. Et c'est intéressant parce qu'on a vu donc Nathan Fraser combattre dans le premier combat de la soirée et on a un Nathan Fraser qui est très mal en point. On a un Nathan Fraser qui saigne beaucoup du nez, qui a mal aux abdos. Bref, il est totalement diminué pour ce combat et ça va coûter très cher à leur équipe parce qu'ils vont être dominés pendant très longtemps dans ce combat et Axiom va devoir faire le plus gros du boulot. Et ça fonctionne très bien parce que de l'autre côté, on est obligé de parler de l'équipe des Heels. Miles Borne et Tavion Hates vont faire un superbe boulot. Miles Borne, c'est une espèce de réincarnation un peu plus petite de Randy Orton. D'ailleurs, c'est plutôt très drôle parce que pendant le match, le public de NXT, qui pour une fois s'est un peu excité à chanter des RKO, parce que oui, il y a une vraie ressemblance entre les deux, donc c'est plutôt très drôle, mais surtout, l'énorme performance de Tavion Hates. On voyait un gros potentiel avec Tavion Hates, son passif de lutteur, tout ce qu'il avait montré du côté de NXT Level Up, quelques matchs du côté de NXT, mais on n'avait pas vu grand chose. Il a fait une petite virée du côté du Japon, peut-être que ça lui a fait du bien, peut-être qu'il a pris confiance, et surtout peut-être que les officiels de NXT lui font plus confiance aujourd'hui, parce que là il va faire une performance XXL, une vraie performance qu'on avait besoin de voir de sa part. Et on parle d'une division masculine qui manque de potentiel, qui manque d'hommes charismatiques, qui manque de nouveautés, et bien Tavion Hates pourrait totalement représenter cette nouveauté. J'ai été bluffé par sa performance, qui en plus de cela ne ressemble à aucune autre performance. Parce que comme je l'ai dit, il a un vrai passif en tant que lutteur et ça se ressent. Je veux dire, les soulevés qu'il fait, les German suplex, à plusieurs moments il arrive à soulever ses adversaires comme si de rien n'était, mais surtout avec une vraie technique, c'est-à-dire que c'est pas simplement de la force brute, non, il y a une vraie technicité derrière que j'ai beaucoup apprécié. Donc tu mets une superbe équipe de heal qui fait un super boulot par équipe, tu mets en plus de ça un Nathan Fraser qui est blessé et donc Axiom qui est obligé de faire tout quasiment tout seul, ça donne un superbe match avec de la vraie dramaturgie, avec donc cette blessure de Nathan Fraser, le public qui est un peu plus réveillé on va dire, surtout dans les 5-6 dernières minutes du combat, parce qu'il y a un vrai suspense, je veux dire le moment où sans le vouloir Axiom frappe Nathan Fraser et du coup Axiom se retrouve seul sur le ring face aux deux adversaires et qu'ils enchaînent avec un finish à deux, là on se dit que c'est terminé, là on se dit que Fraxiom va perdre réellement ses titres tag.
Eh bien pas du tout, ils arrivent à revenir sur le ring et c'est finalement Nathan Fraser qui arrive avec un roll-up à gagner ce combat pour son équipe. Ça me plaît ce petit roll-up parce que ça montre aussi leur roublardise, ça montre aussi leur expérience. Ils sont champions NXT depuis très longtemps maintenant et ils ont cette expérience-là par rapport aux deux jeunes Miles Bourne et Tavion Hayes qui n'ont absolument pas démérité lors de ce combat. J'ai hâte d'en voir plus de la part des deux, que ce soit en équipe ou pas, en solo, peu importe, mais c'est vraiment des performances qui vont leur faire du bien et clairement je ne vais plus les regarder de la même manière après ce match à NXT Deadline. On enchaîne avec Trick Williams qui défend son titre de champion NXT face à Ridgeland, un combat qui va durer 15 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,75 sur 5 et oui, ce n'est pas une mauvaise note, bien que je n'attendais rien de ce combat, c'était clairement le match que j'attendais le moins de cette soirée, eh bien je ne vais pas être le plus méchant et le plus critique envers ce match. Pas du tout, j'ai pas du tout trouvé ce match horrible. Je sais que c'est la mode en ce moment de critiquer Trick Williams, de critiquer Ridgeland et de critiquer cette histoire-là, bien sûr, et je suis le premier à dire que c'est pas l'histoire qui m'intéresse le plus, bien sûr, voir Ridgeland dans cette position, ça me gêne, évidemment, mais le match il est là et donc je juge tel qu'il est. Eh bien honnêtement, c'est un bon match. Ça ne veut pas dire que c'est exceptionnel, ça ne veut pas dire que c'est catastrophique, mais dire que c'est un bon match, bah moi je trouve ça plutôt honnête. On va jouer donc avec la blessure à la nuque de Trick Williams qui n'était possiblement pas apte pour ce combat, puis finalement quelques heures avant le show, on nous a annoncé que si, il était apte et il pouvait combattre ce soir face à Ridgeland, et donc on va jouer là-dessus. J'aime beaucoup le fait que sur les 5 premières minutes, on va pas totalement jouer là-dessus, c'est-à-dire qu'on va avoir un Trick Williams qui est plutôt en domination, qui fait parler son expérience, fait parler son aura de champion, et il est plutôt bien dans le match. L'ambiance est bonne d'ailleurs, on peut le dire, parce que le public n'a pas été bon tout au long de la soirée, mais là, sur le match-là, c'est plutôt bon et c'est normal parce que Trick Williams est très charismatique, il est assez over et Ridgeland, eh bien on le déteste et donc il est hué. Donc ça fonctionne bien au moins en termes d'ambiance. Et ensuite Ridgeland va reprendre le dessus et va mettre en marche sa totale domination, va écraser Trick Williams, va apporter toutes ses prises, c'est-à-dire tous les portés qu'il est capable de faire. Et j'ai noté 2 mots. Pas feignant. Alors ça peut paraître con de dire ça, mais dans le sens où je trouve que les deux se donnent au moins. On en pense ce qu'on veut, mais je trouve qu'il y a une vraie performance physique de la part des deux. Je vois 2 hommes qui sont à 100%, je vois 2 hommes investis, impliqués, et ça c'est pas rien. Pour certains, ce sera un détail, mais pas pour moi. Je vois 2 hommes qui sont réellement à 2000% et ça me plaît dans un combat qui, certes, n'a pas de hype, de voir 2 hommes qui sont à 3000%. J'ai trouvé ça plutôt drôle qu'on a eu des timides This is awesome, comme quoi le public de NXT en live a plutôt apprécié ce combat. Je dis bien le public, mais en vrai, il y a quoi, 20-30 personnes qui ont peut-être chanté This is awesome, je ne sais pas, mais c'était un timide This is awesome. Et la fin de match, elle est plutôt sympa, c'est-à-dire qu'on va essayer du côté de Ridgeland de faire passer Trick Williams à travers la table des commentateurs, mais non, il va se faire contrer. Trick Williams va revenir sur le ring, va porter son finish sur Ridgeland. Il y a un truc un peu mal fait, Ridgeland qui est mal projeté dans le coin du ring où lui se balance mal, je sais pas trop comment juger cette action. Du coup l'impact n'est pas terrible et Trick Williams va en profiter pour remporter ce combat et heureusement. Et on parlait tout à l'heure d'un Obafemi qui est donc le challenger de Trick Williams. Bon, je peux faire mes pronostics maintenant, Obafemi sera le prochain champion NXT. Clairement, c'est le chemin à prendre. J'aime beaucoup Trick Williams. Moi, je suis pas du tout un hater de Williams et de ses combats. Je vois pas mal de choses un peu stupides, désolé de le dire de cette manière-là, du genre Trick Williams, depuis qu'il a affronté Ilya Dragunov, eh bien, il n'y a pas un match de ce niveau-là. En fait les gars, Ilya Dragunov face à Trick Williams, c'est l'un des matchs WWE de l'année. Donc oui, évidemment, Trick Williams ne va pas reproduire cette même performance parce qu'il n'affronte pas des Ilya Dragunov chaque semaine. Ça paraît évident, j'ai l'impression de dire quelque chose d'assez logique, mais oui, si tu affrontes Ilya Dragunov, t'as plus de chances de faire un match 5 étoiles que si tu affrontes Ridgeland. Je sais pas, j'ai pas l'impression de dire une dinguerie. Et dans le main event, c'est l'Iron Survivor Challenge match féminin où on y retrouve Julia, Sol Ruka, Stephanie Wacker, Vren Sinclair et Zarya. Un match donc de 25 minutes. Et ma note pour ce combat est tout simplement de 4,75 sur 5. On est là aussi tout proche de la perfection. Quelle bonne idée de l'avoir mis en main event et c'est totalement logique de l'avoir mis en main event. On sait à quel point les femmes de NXT sont exceptionnelles. C'est sans doute la meilleure division féminine au monde et peut-être même la meilleure division au monde tout court. En comptant les hommes et les femmes, j'ai l'impression que c'est l'une des meilleures divisions au monde, tellement ça regorge de talent, et ce match va le prouver une nouvelle fois. Je parlais d'un problème de rythme dans le Iron Survivor Challenge match masculin, et bien là c'est totalement l'inverse. Dans ce match féminin, je trouve que le rythme est parfait, parce qu'on va commencer donc avec Julia face à Vren Sinclair,
Et j'aime beaucoup ce début de match parce qu'on n'est pas justement sur un rythme élevé directement. On n'est pas sur, allez, on enchaîne, on va dans les cordes, on va à 2000 à l'heure, on se met déjà d'énormes super kicks, d'énormes prises. Non, on est sur les 4 premières minutes avec aucun coup échangé entre Wren Sinclair et Julia. J'ai bien compté, il n'y a bien aucun coup dans les 4 premières minutes parce qu'on essaye de faire un tombé gagnant, on essaye de surprendre son adversaire, on essaye de prendre le dessus sur son adversaire sans prendre trop de risques et ça donne, je trouve, 4 bonnes minutes. Et ensuite, le rythme va totalement changer avec l'arrivée de Sol Ruka qui fait une performance extraordinaire, vraiment extraordinaire. Elle a un gabarit tellement atypique par rapport à ce qu'elle est capable de faire sur un ring parce qu'on voit elle est costaud, elle est grande, mais elle est capable de voler. C'est peut-être déjà l'une des meilleures voltigeuses au monde alors qu'elle a très peu d'expérience et encore une fois par rapport à son gabarit, par rapport à son physique, ce qu'elle est capable de faire, c'est exceptionnel. Et encore une fois dans ce match, tout ce qu'elle fait est propre. Il y a un double soul snatcher à un moment donné qui est sublimissime. Même, elle va passer au-dessus de la 3e corde à un moment donné en faisant des cabrioles. Je ne sais plus exactement c'est quoi le nom de la prise. C'est un Sasuke spécial ou quelque chose comme ça, si je dis pas n'importe quoi. C'est impressionnant, mais vraiment impressionnant. Va s'en suivre l'arrivée de Zarya qui elle aussi va faire un bel impact et en vrai toutes les femmes vont avoir un impact, toutes les femmes de ce match vont avoir une importance, vont avoir leur moment, même une Wren Sinclair qui est sans doute celle qu'on attend le moins mais qui va avoir le soutien du public justement parce que c'est la outsider de ce combat. On se dit qu'elle peut peut-être voler le match, d'ailleurs c'est ce qu'ils vont essayer de nous vendre dans les dernières secondes mais ça va pas se passer comme ça. On a l'arrivée bien sûr de Stephanie Wacker qui est impressionnante elle aussi, la précision, la technique qu'elle a, c'est complètement dingue. Alors, ils vont nous teaser à plusieurs reprises des petits échanges, des petits moments entre Julia et Stephanie Wacker, c'est des moments que j'apprécie beaucoup dans le match parce que je parlais de rythme justement, et bien parfois quand les femmes vont être au sol, on se retrouve avec des face-à-face, vraiment tête contre tête, entre Julia, Stephanie Wacker. On nous vend cet affrontement comme quelque chose de grand, comme quelque chose de spécial, et je trouve que ces temps morts-là fonctionnent très bien. Alors bizarrement, les quelques échanges entre Julia et Stephanie Wacker, j'ai noté, il y a quelques imprécisions. On sent qu'on se comprend pas totalement, c'est pas hyper fluide. Je m'attendais à un peu mieux entre les deux, même si elles ne vont pas combattre pendant 1000 ans dans le match. Les petits moments qu'elles ont entre elles, tu sens que la communication est pas exceptionnelle. Mais pour revenir par exemple sur Zarya qui apporte de la férocité, qui apporte ce côté bestial, les spears qu'elle porte, le F5, je veux dire elle est différente des autres et je pense aussi que c'est pour ça que ce match fonctionne encore mieux, c'est parce qu'on a tous les profils, on a plein de profils différents, des high flyeuses, des techniciennes, des bêtes physiques, on a vraiment de tout dans ce combat et je trouve que la chimie globale est excellente. Comme je le disais, on va essayer de nous vendre une Wren Sinclair qui va presque voler la victoire, mais finalement non, c'est Julia qui donc arrive à gagner ce combat, qui devient la challengeuse au titre de Roxanne Perez, et cette fois-ci, je parlais d'un changement de titre avec Trick Williams et Obafemi, là on y va aussi, là on y est, je pense que Roxanne Perez va perdre ce titre cette fois-ci face à Julia, et là j'attends un énorme match entre les deux. Intéressant de noter que Stephanie Wacker a été protégée, parce que si l'on met l'Iron Survivor Challenge féminin et masculin ensemble, il n'y a qu'une personne qui n'a pas pris de tombée gagnant, c'est Stephanie Wacker, ce qui prouve qu'on la protège très très forte. D'ailleurs, je pense que Wacker peut très bien aller feud contre Zarya ou même contre Sol Ruka, ça peut être vraiment excellent. De toute façon, cette division féminine ne manque pas de talent et peu importe ce qu'ils feront, ce sera excellent. Bilan de ce NXT Deadline 2024, eh bien de mon côté on sera sur un 8,5 sur 10 parce que si on fait bien le compte, il n'y a pas un match en dessous de 3,75, ce qui est quand même pas mal. Alors je dois dire aussi que j'ai vu ce show ce matin, je ne l'ai pas vu en direct et ça change pas mal de choses aussi en termes de rythme parce que déjà je n'étais pas fatigué et en plus de cela je peux me permettre de passer les avant-matchs, pas les entrées mais les avant-matchs, ce qui fait que le show pour moi est ultra bien rythmé et tout s'enchaîne très bien. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si pour vous c'était le cas en direct et si le show est très bien passé pour vous en termes de durée etc. Je compte sur vous pour me le dire en commentaire de cette vidéo. Mais oui, cette stipulation d'Iron Survivor Challenge, ça fonctionne toujours très bien. Chaque année, c'est un moment qu'on attend et chaque année, ça ne déçoit pas. C'est toujours des matchs phénoménaux, des matchs exceptionnels, des matchs qu'on n'oublie vraiment pas, des matchs qui comptent dans l'année catchesque et ça ce n'est pas rien pour une nouvelle stipulation. Bref, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Nous on se retrouve dès mardi pour mon récap d'Euro. Salut.